Eh bien, rebonjour. Donc, on va initier notre table ronde chez NIT, grâce à Aurélien qui nous accueille et qui fait la technique en même temps. Et donc, l'idée de cette table ronde, c'est de commencer à initier un petit peu de partage autour de la GenAI. Alors, je l'ai intitulé Comment on va être gêné dans nos pratiques d'architecture. Et donc, je vais essayer de faire deux parties sur cette table ronde. La première, c'est réellement nos pratiques. Et en tant qu'architecte, on parlait juste avant d'architecte augmenté, c'est d'avoir un petit peu vos premiers retours d'expérience, peut-être vos premières appréhensions par rapport à cette arrivée de cet outil. Déjà, est-ce qu'il est déjà chez vous? Est-ce que vous l'utilisez? Et donc l'idée, c'est de faire un petit tour de table pour pouvoir qu'on partage autour de ça. Et puis après, dans une deuxième partie, on verra plus la partie plus pour les métiers pour lesquels on travaille, qu'est-ce que ça peut apporter. Mais déjà sur nos pratiques d'architecture. Donc je vais commencer par Aurélien, parce qu'on ne l'a pas entendu. Donc savoir chez toi, ou les pratiques de développement, en quoi l'intelligence générative. Moi, je vois le gros gain qu'on a. Enfin, du coup, chez NIT, on est assez jeune et petit. C'est on part de rien. Et là où ça nous aide énormément, c'est qu'on lui donne une code base et on peut lui demander plein de choses d'un point de vue architecture, donc technique et fonctionnel. Et du coup, parce qu'elle s'en fout des trucs laborieux, quoi. Donc s'il faut tout lire, tout chercher, elle va nous voir et c'est assez simple de lui demander des diagrammes. Alors c'est de la ski art, hein, mais ça nous fait très très vite de l'info qui aurait été très longue à interviewer les gens ou à essayer de comprendre en lisant le code. Donc ça pour moi c'est super bien pour commencer les schémas dont on parlait, parce que quand on n'a pas de base, on ne sait jamais trop où commencer et à chaque fois on voit ça comme une montagne. Donc nous on l'a expérimenté, ça marche super bien. Et l'autre truc qui est pas mal, alors là on arrive un peu sur le métier, mais c'est quand, pareil, on n'a pas de doc, on n'a pas les règles métiers, on sait qu'il y a des cas, et on peut lui demander de nous les expliciter. Alors après, comme d'habitude, moi j'aime bien dire, une IA, c'est un stagiaire, quoi. Enfin, c'est 1000 stagiaires, ça bosse la nuit, on peut y aller à fond, mais ça reste un stagiaire. Donc. Ce qui est important, c'est vraiment contrôler ce que ça redonne, mais ça va être très précis, ça va donner les pointeurs où il y a l'info. Et donc le temps que ça fait gagner pour arriver à l'information, et donc se concentrer sur l'utile et pas se perdre dans 60 indirections et abstractions qui au final apportent rien. Là, nous, on a vraiment vu le gain. Et surtout, ça le rend accessible aux non-architectes et aux non-techniques. Moi, j'ai les PM, ils font des trucs de fou. Hein. Et ça, moi, je trouve que c'est là où c'est vraiment important parce que on va rendre le métier architecte n'est pas toujours simple à appréhender et à comprendre. Et je trouve que ça fait sauter beaucoup de barrières à l'entrée. Parce qu'on parle des gens d'agrégats, d'entités, ils n'y arrivent pas à se le conceptualiser. Et là, ils peuvent poser des questions super facilement et ça va chercher, ça va diguer. Et sur ça, franchement, moi je trouve ça assez incroyable, surtout quand on n'a pas le temps et pas de gens dédiés. On se crée une belle base documentaire. Okay. Erwan, de ton côté? Nous, on n'a pas un usage extrêmement poussé, je dirais, de la GenAI au niveau des pratiques d'architecture chez Praxedo. Moi, je m'en sers pas mal pour de l'administratif et tout, notamment les gems de Gemini pour m'assister dans ma roadmap, etc., synthétiser des éléments, mais voilà, c'est plutôt des tâches annexes à l'architecture. Je trouve que ton cas d'usage, il est hyper intéressant, hyper pertinent. On parlait de modèles tout à l'heure et tout, en fait, c'est de la synthétisation, de créer un modèle à partir du réel, c'est vraiment un usage intéressant, je pense, que je mettrai en place à mon avis. Et ouais, non, après, nous, l'usage est relativement neuf. On est encore en train de tâtonner là-dessus. Donc, sur les pratiques, on n'est pas encore hyper abouti. C'est pas mal de l'assistance au code et voilà, de l'explication, typiquement sur la documentation, mettre en avant des incohérences entre le code et ce qui est documenté. Ça, c'est un usage qu'on utilise pas mal. Mais voilà, relativement neuf chez nous, cet usage. Beaucoup d'idées pour le futur, mais des choses effectivement mises en place à date, pas des masses. Ok.
Alors, je vais participer aussi. Moi, je travaille pour Leroy Merlin, et donc dans le cadre du groupe ADO, qui chapeaute toutes les entités Leroy Merlin en France et à l'international. Euh, tu parlais tout à l'heure du Tech Radar. Donc, chez Leroy Merlin, on en avait échangé un peu lors d'une table ronde. Il y avait l'aspect de faire des propositions pour chaque technologie ou chaque pratique et de pouvoir les proposer dans le Tech Radar. Et cette proposition, on a fait un modèle, et ce modèle, il est écrit par des êtres humains et par des communautés qu'on appelle des SIG, des Special Interest Group, qui travaillent sur des sujets du front, du back, de la data, de la sécu, et ils doivent rédiger ça. Alors on sait qu'on est tous un petit peu feignants, donc c'est un petit peu compliqué de faire une proposition, et c'est d'autant plus compliqué lorsque c'est une proposition sur des choses qui sont déjà des standards de fait. C'est-à-dire que nous, puisqu'il y a à peu près 5000 personnes au niveau de l'informatique ADO, et donc dans plein de pays, donc l'idée c'est déjà de tous les standards de fait, de facto, de pouvoir les mettre dans le Tech Radar. Et on a fait un concept de quid proposal, donc c'est-à-dire on avait un modèle, on dit on va faire un modèle encore plus léger, et puis là on a passé le pas, on a dit pour remplir ce modèle, on va faire appel à de l'intelligence. Pour que derrière, et ensuite on fait la relecture, et ça va beaucoup plus vite parce qu'on a un stock de standards de fait impressionnant. Et donc là, on a commencé à l'utiliser, et puis globalement, pour l'instant, ça fait. Parce qu'on vote sur ces technologies de façon asynchrone avec les différents représentants des entités du groupe. Et là, pour l'instant, les personnes qui ont voté la première fois, ils n'ont pas forcément vu la différence, sachant que c'était des standards de fait. Donc, ce qu'on demandait, c'était des choses simples. C'est sûr que lorsque c'est une nouvelle technologie où il faut qu'on investisse plus, il faut qu'on explique plus le contexte, certainement que les personnes de la communauté vont utiliser de l'intelligence générative pour être aidées. Mais là, on l'a déjà utilisé pour ça. Donc, dans cette pratique-là, on s'est dit, pourquoi pas, on a essayé et on l'a réalisé. Après, dans mon métier quotidien d'architecte, ça fait, on a eu, côté développeur, ça fait depuis peut-être plus d'un an ou un an et demi qu'ils ont déjà copilote pour leur poste de développement. Mais les architectes, là, ça doit faire, c'est depuis 3 semaines, on a des accès effectivement à ça. Donc j'ai commencé à regarder et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'avais une problématique, j'ai fait du Google, j'ai recherché, je suis tombé sur des choses, je me suis fait ma petite synthèse, puis après j'ai dit, bon, allez, j'y vais ou j'y vais pas, je demande pas à Gemini. J'ai demandé à Gemini, mais je me suis rendu compte que ce que j'avais synthétisé n'était pas si mal que ça, et qu'effectivement, c'est assez bavard quand même, donc je pense que ça... Après, il te propose d'avoir encore des choses plus détaillées. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant quand tu es dans un domaine que tu connais pas, un nouveau domaine métier, ou des nouvelles technologies techniques, potentiellement, de te proposer rapidement une synthèse et d'aller plus vite dans ta compréhension. Donc, j'y vois un avantage. Après, je me dis, bon, je vais quand même l'utiliser avec parcimonie, parce que je sais que ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'une recherche Google en termes d'empreinte carbone, mais globalement, je pense que c'est sur certaines choses, ça peut être très très bien pour nous, pour accélérer une compréhension. Puisque en tant qu'architecte entreprise, forcément, on brasse des fois des domaines beaucoup plus assez larges, et c'est important de se mettre au niveau du métier ou des personnes qu'on a en face. Célia, David? Je commence? Vas-y. Allez. Après, nous, ce qui est un peu différent, c'est qu'on a 2 enjeux, effectivement, sur l'interne, on a des enjeux de sécurité et de protection des données personnelles de nos usagers. Donc là, on a plutôt un partenariat avec Mistral, avec du coup des outils, on va dire, spécifiques France Travail, donc des RAG, quoi, dont un qui est dédié à la technique, qui s'appelle Alfred. Et ce que fait Alfred aujourd'hui, c'est que il met à disposition, il partage la doc d'architecture, donc les principes, nous on appelle ça des exigences, mais voilà,
les principes, toutes les bonnes pratiques, les patterns, les capacités, et évidemment les aléas, pour que chaque équipe produit puisse demander, ben voilà, dans mon contexte, dans ma problématique, qu'ont fait mes copains, et du coup, ça lui fournit une réponse, et puis ça lui donne des pointeurs pour qu'il puisse accéder aux décisions d'à côté. Donc ça, c'est en place. Et puis après, dans le job d'architecte, effectivement, si tu l'as dit, on a aussi de la prospective à faire. Et donc oui, sur les analyses de tendance, la prospective, tout ce qui est recherche profonde sur des moteurs de recherche type Gemini, c'est celui-là que j'utilise aussi. Voilà, ça scanne des centaines de sites, ça te fait une synthèse. Bon, bah, ouais, c'est quand même super cool. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'architecte augmenté, c'est-à-dire tu fais beaucoup plus vite ce que tu aurais fait à la main en naviguant sur un moteur de recherche. Ça, c'est ma pratique principale, est celle-là. Et après, je sais pas toi, David. Bah, tu as déjà dit beaucoup de choses. Ouais, pardon. Je vais être peut-être plus concis. Bah, pour reciter Grégorop, là, il a fait une citation il n'y a pas si longtemps là, sur les architectes d'entreprise et l'IA notamment, et il disait bah, si vous êtes architecte d'entreprise et que vous n'utilisez pas l'IA, bah, vous êtes fou. Et si vous en dépendez, vous êtes un imposteur. Et je me retrouve bien là-dedans en fait. Effectivement, j'y vois vraiment l'intérêt à l'utiliser et c'est un booster. Pour faire des synthèses, pour me challenger un petit peu sur des sujets ou pour découvrir des thématiques que je connais pas bien. Mais pour autant, voilà, ça reste un outil qui doit nous booster et puis il ne faut pas être dépendant de ça. Donc voilà, comme résumé, cette citation me paraissait pas mal. Elle est top, ouais. Très bien. Donc maintenant sur la deuxième partie, donc là c'est plutôt sur les aspects métiers, enfin l'arrivée de ça, parce qu'on parle d'agents, on parle de... Alors après il y a des choses assez techniques, on parle de protocole, là on commence à parler un peu infra, technique, tuyau, mais globalement est-ce que, enfin il y a des choses, alors peut-être c'est secret, hein, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pensez que ça, effectivement il y a des endroits dans lesquels vous allez investir et ça va nous poser des problématiques à nous, architectes, de comment on va mettre en place, tu parlais de sécurité tout à l'heure, comment on va mettre en place effectivement ces agents IA dans nos systèmes. Moi, je peux te donner une vision, mais c'est la mienne, on l'a pas partagée, donc je ne sais même pas si on a la même. Mais Je te dirais. ouais, tu me diras. En fait, nous, notre objectif, c'est avoir un bon time to market, que nos équipes sont autonomes et que du coup, elles puissent délivrer vite. Donc effectivement, la contrepartie de ça, c'est comment est-ce qu'on sort des alertes de conformité. On a parlé encore aujourd'hui ensemble, je me retourne du coup. Désolée par quelqu'un que personne ne voit. Ça, c'est une piste qui est hyper intéressante. Après, sur les agents, et là, bon, ça c'est dans le job d'architecte. Après, est-ce qu'on peut confier à une IA, enfin après, ça pose des problèmes d'éthique, des problèmes de responsabilité, voilà. Qui porte la responsabilité de l'action, c'est-à-dire quand moi j'ai vu des démos d'IA qui prennent des décisions d'architecture et qui génèrent un ADR. C'est super, hein, franchement, ça donne envie, ça casse le côté humain que décrivait tout à l'heure David, et puis surtout ça porte, voilà, ça pose la question de qui porte la responsabilité de la décision, et c'est quand même une partie aussi essentielle de notre job, d'être engagé et responsable sur ce qu'on produit. Donc voilà, au-delà de ce qu'on a vu un peu sur la conformité, je suis un peu modérée sur toutes les autres perspectives d'IA architecte au sein du système d'information, justement pour cette partie-là. Conformité, enfin voilà, responsabilité et éthique. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord, oui, pareil, la même vision d'y aller avec modération et avec prudence, effectivement. Ouais, surtout que nous, on navigue dans des sujets très humains. On pourrait très bien se poser la question de demain, on sort du contexte de l'architecture et on confie à une IA d'architecture de l'outil, je sais pas, de vérification, de contrôle des demandeurs d'emploi. Imaginons que cette IA implique des biais, ce serait une catastrophe atomique pour des populations qui sont déjà extrêmement en difficulté. Donc ouais, j'ai envie de dire avec modération, on regarde ce qui peut arriver et puis on verra demain quand on aura craqué ces sujets éthiques qui nous concernent tous. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'article d'Anthropic de papier de recherche sur les IA qui font du chantage. Il est incroyable. Il disait que, voilà, étant donné des objectifs qui sont un peu pas clairs, l'IA peut utiliser
du chantage. Donc, étant donné un mail, c'est une IA qui gère des mails et qui a un mail disant que l'IA va être coupée et un mail des informations personnelles sur la personne qui va couper l'IA. Il y a beaucoup de modèles d'IA qui vont utiliser ces informations personnelles de la personne pour faire du chantage c'est un papier de recherche d'Anthropic pour le coup, c'est sourcé et tout. Donc c'est révélateur de à quel point il faut faire très attention sur les IA agentiques et à quel point on leur donne des responsabilités. Et je pense que là, la vision architecturale qu'on peut apporter, c'est justement de cette connaissance sur la sécurité qui est à mon avis le facteur primordial, et de continuer à appliquer des bonnes pratiques de sécurité sur des listes privilèges, de l'autorisation stricte, etc., notamment avec les IA avec des tools, des function calls. C'est là où est notre responsabilité, c'est de pouvoir cadrer ça et de voir comment on met en place ça de manière safe, quoi. Je ne sais pas si on va facilement trouver une réponse à cette question. À moins d'utiliser une IA comme guardrail, mais c'est encore... Après, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus... faut voir ça comme une automatisation, on en faisait avant l'IA, quoi. Et on avait déjà soit de l'aide à la décision, donc on peut garder de l'aide à la décision, on avait de l'automatisation, on garde de l'automatisation. Donc nous, par exemple, chez NIT, on doit gérer des sinistres. Alors, des fois, je peux pas aller à un spectacle, c'est sans justificatif, j'ai 80% de la place qui est remboursée. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée à mettre des humains dedans. Donc là, il y a des gros intérêts, des gros gains d'automatisation en validant le maximum de pièces en automatique. Et on le faisait déjà avant, on faisait déjà de l'OCR sur les documents, on faisait déjà de la détection de fraude, d'images modifiées. Donc c'est juste que ça s'accélère, ça devient très accessible. C'est un gros accélérateur. Avant, c'était compliqué de faire plein de langues, par exemple, du décroché ou du réponse par email. Maintenant, on peut faire du décroché avec une IA. Et donc, on se dit, il vaut mieux quelqu'un qui maîtrise l'assurance, qui maîtrise le métier, mais pas forcément la langue, donc qu'il y ait quelqu'un qui va maîtriser la langue, mais pas le métier. Et donc, ça ouvre une capacité d'accélération qui est quand même très importante, et il faut vraiment la comprendre dans ce côté-là. Et après, moi, je pense qu'on retombe sur les fondamentaux du make or buy. Il y a des experts de l'IA sur des métiers spécifiques. On peut partir toujours tout seul, tout faire. Ça aide énormément aussi à appréhender le sujet, à comprendre les limites. Comme quand on veut automatiser, mais si on n'a pas des process clairs, l'IA elle va pas elle va faire n'importe quoi parce qu'elle n'est pas cadrée. Donc on va retomber sur du lean, on va retomber sur les fondamentaux du métier qui existaient déjà, qui du coup sont beaucoup plus exacerbés parce que on dérive un petit peu, comme l'IA a une capacité d'accélération énorme, on va rater la cible très facilement. Donc ça ramène beaucoup d'exigences. Et ça remet beaucoup d'acteurs au centre du jeu sur des conseils très précis de métier pour justement venir accélérer via de l'IA, ou même déjà ça rappelle juste, les gars, vous avez rien automatisé, mais sans IA, quoi. C'est deux fonctions, on va dire, l'intelligence augmentée, ça suffit, quoi. On n'a pas besoin de l'artificiel. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça à aller chercher. Et après, je pense que, alors est-ce que c'est l'architecte, est-ce que c'est notre rôle d'IT plus global, il y a beaucoup de métiers qui se posent plein de questions, qui sont perdus face à ces outils. Ils ne savent pas, il y a de la peur, de l'appréhension par rapport à ce que mon métier va disparaître. Le but, c'est de se focaliser là où on a de la valeur. Et donc c'est vrai que les métiers où il n'y a pas beaucoup de valeurs qui sont automatisables, ça disparaît. Mais normalement, les gens, ils ont des compétences de leur métier, et on va pouvoir consacrer beaucoup plus de temps dessus. Donc ça, il y a beaucoup de choses à accompagner. C'est vrai que le métier de traducteur, aujourd'hui, il est mort. On va pas se mentir. Et surtout, ce qui est hyper bien avec l'IA, c'est qu'à force, elle nous connaît. Du coup, elle contextualise de plus en plus. C'est que les traductions, il n'y a plus besoin de dire « Attends, mais est-ce que c'est dans le bon contexte ?» Non, elle connaît mon contexte par cœur, elle va traduire dans le bon contexte. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y a plein de choix de mots qui deviennent beaucoup plus simples. Moi, je le vois aussi, ça aide beaucoup de gens sur l'anglais. Ils sont pas forcément à l'aise. Là, pareil, les IA, ça met beaucoup d'huile à l'endroit. Et donc après, pareil, il faut monitorer, observer, contrôler. Moi, je trouve que le gros enjeu aujourd'hui, c'est quand même ça bouge très vite.
On ne peut pas abandonner un truc comme on le faisait avant. Pour plein de raisons, c'est que les modèles qui deviennent obsolètes, leur façon de nous faire forcer à migrer, c'est qu'ils augmentent le prix. Donc un truc qui coûtait pas cher peut se mettre à coûter très cher. Et donc on va revenir, c'est pareil, c'est toujours les fondamentaux, c'est combien ça coûte, est-ce que ça délivre toujours ce qu'on attend. Donc classique, hein, comment j'observe, comment je monitore, c'est quoi l'objectif que j'ai donné, et est-ce qu'il est toujours rempli. C'est juste que ça peut aller très vite, quoi. En facture et en dégâts. Donc, voilà, encore comme si on abandonnait un stagiaire tout seul quelque part. Hein. Ça peut marcher comme, ça peut surprendre. Donc, pour moi, c'est un nouvel, c'est plus qu'un outil, mais c'est pas non plus dans les approches. On a déjà plein de briques et plein d'outils et plein de méthodes qui permettent de le cadrer et d'être propre, quoi. Là, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton contexte en disant ça va nous aider à détecter des images modifiées. Les images modifiées par l'IA, ça va être la course à l'échalote de détecter quelque chose qui est super bien. Sur la fraude, ça dépend, parce que les pièces d'identité, il y a quand même des choses assez simples, assez simples. Ou au pire, après, on va ranker, on va scorer, il y a la blague là, de l'IA qui se parle toute seule. Il y a celle où on lui donne 3 bullet points, elle fait une presse, et le mec a la flemme qui va faire synthétise-moi la presse. Et donc l'IA a l'impression de se parler à elle-même toute la journée. Donc là, ça va être pareil avec les images. Mais je l'ai vu cette image, c'est moi qui l'ai vu. Donc c'est pareil, oui, alors c'est l'éternelle course entre le gendarme le voleur ou le fraudeur et les détections de fraude. Mais ça, comme toujours, j'ai envie de dire, c'est pas rien de nouveau. La lutte contre la fraude, de toute façon, ça devient de plus en plus important. Et les exigences deviennent plus lourdes, donc tout le monde doit en faire. Après, quand on rembourse de l'argent, là, forcément, on en fait beaucoup plus parce que c'est le cœur du métier. Mais pour moi, c'est une détection comme une autre, quoi. Et puis, s'il y a un doute, on lève les doutes. Hein. C'est les process classiques de KYC ou d'autres choses, quoi. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres points sur lesquels vous souhaitez Moi, je pense qu'il y a un usage qui est très facilement utilisé aujourd'hui, c'est tout ce qui va être le RAG, donc on va dire la recherche pointée sur des docs. Et moi, je pense qu'on a un enjeu de sécurité de malade, c'est qu'on a fait beaucoup de sécurité par offuscation dans les partages de documents, où on fait générer le lien, ceux qui ont le lien dans l'entreprise auront accès aux documents, et donc c'est de l'offuscation. Personne n'est capable de le trouver, ce lien, sauf que les IA, elles vont toutes les trouver. Et sauf que quand on va regarder qui a le droit, c'est n'importe qui dans l'organisation. Et donc là, c'est comme des fois dans les SharePoint ou les OneDrive ou les Google Drive ou des Dropbox, il y a plein de docs, c'est super galère à les trouver, donc les gens ne tombent pas dessus. Là, ça va être baltrap à plein de docs. Et donc, à mon avis, ça va remettre. Il y a du boulot parce qu'on se dit, ben non, c'est bon, c'est du RAG, on va vérifier les droits des gens, ça va pointer que sur documents, ça va pas sortir, du coup, ça va pas halluciner, ça va pas dire de conneries. Ça va pas nous dire est-ce que Staline était meilleur qu'Hitler, on arrive à tout dégager. Par contre, ce document, on ne veut pas que les personnes le voient, ça risque d'arriver. C'est un vrai sujet, les habilitations sur les documents, comme sur les données qu'on a stockées en base et qu'on a nécessité à partager aussi pour faciliter la vie, à nous en l'occurrence des conseillers France Travail. L'environnement du dev. Hein. Ouais. L'IA, elle voit l'en, hein. Donc il y a tous les secrets, il y a tous les tokens GitLab, GitHub, des Artifactory. Ça part en deux. Hein. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire encore. Alors détecter les secrets, on le faisait déjà avant, donc là il y en aura encore plus. Mais ouais, moi c'est vraiment le document où on avait offusqué l'accès, et celui-là il va faire mal. Et moi, ça me rappelle aussi un des premiers usages qu'on pensait au niveau du groupe, c'était de dire on a plein de documentation partout, technique partout, donc on va faire manger ça par une IA, et comme ça va nous donner des réponses. Par contre, la problématique, c'est que la qualité des documents, vu que les versions, il y en a plein, on ne sait jamais s'ils sont validés ou pas, donc à la fin, on lui fait manger plein de choses, et il n'a pas bien répondu. Parce que, et je pense que pour faire
le lien avec ce que vous nous avez présenté, le fait de commencer à structurer les choses, que ce soit des principes, des ADR, de mettre des légendes dans les schémas, des choses comme ça, bah, derrière, oui, l'IA sera beaucoup plus puissante parce qu'elle mangera de la documentation qui sera déjà facile à digérer. Alors que si on lui dit accède au Confluence ou au G-Drive et répond à tes questions, bah, on a beaucoup de réponses. Parce que le vrai principe entre tous les principes draft qu'on a fait et le vrai principe, bah, en gros, c'est principalement ce qui était en draft qui va ressortir en premier. Donc je pense que derrière, c'est la même chose. C'est comme dès le début du web, le fait de pouvoir bien indexer, d'avoir des bonnes métadonnées, il y a un vrai travail derrière. Effectivement, ce travail-là, il peut nous être facilité. Par contre, si on est bien structuré, bah, ça va être un plaisir d'aller chercher dans la multitude de documents qu'on a, quand on sera au millième ADR, c'est sûr que l'IA ira beaucoup plus vite que nous. Mais derrière, je pense qu'il y a quand même un travail, parce qu'il y avait ce POC qu'on a fait en se disant ah ouais, c'est super, ça va nous aider, on va indexer tout, enfin on va indexer par l'IA tout, et globalement, bah, ça fait plouf, parce que derrière, c'était inutilisable. Pour aller dans ton sens, c'est exactement ce qu'on constate avec notre IA Alfred là, qui exploite les ADR. Effectivement, on s'est rendu compte que finalement, oui, on n'avait pas suffisamment été rigoureux sur la structure de nos ADR, sur les statuts, ou des mises à jour qui n'ont pas été faites. Effectivement, ce qui en ressort, c'est pas forcément très pertinent. Et du coup, on est en train de retravailler le template de nos ADR, aller chercher un peu plus de rigueur sur tout ça, sur ce qu'on alimente, pour qu'à la fin, voilà, si c'est pas rigoureux à l'entrée, en sortie, ça peut pas être bon, quoi. C'est vraiment ça, je pense, l'aspect principal de l'IA, c'est vraiment ce truc-là d'être un catalyseur de pratiques qui ont toujours existé et juste, elles sont d'autant plus importantes maintenant, de par cette puissance qu'a l'IA. Toutes les pratiques, notamment sur la documentation, où c'est hyper important de la maintenir à jour, etc., qu'elle soit bien classifiée, etc. Sur les pratiques de sécurité, tout ce qui va être le liste privilège, les autorisations, etc., ça devient d'autant plus important à l'heure où il y a une IA qui peut farfouiller à peu près partout, etc. Et même dans le développement, des pratiques comme le TDD, etc., ou des genres de choses comme ça, ça devient hyper intéressant de fournir les tests, typiquement pour faire coder la vraie feature à une IA, par exemple, etc. Donc en fait, moi, comment je ressens cette tendance, c'est que en fait, c'est effectivement un gros challenge, une grosse évolution, mais finalement, toutes les bonnes pratiques qu'on a toujours appliquées, on devrait en tout cas historiquement appliquer, en fait, elles deviennent d'autant plus importantes. C'est là où on a un enjeu probablement, c'est justement de connaître et de diffuser ces bonnes pratiques qui sont d'autant plus importantes à l'heure qu'il est, quoi. C'est là où les agents peuvent aider, parce que du coup on peut créer des agents d'accompagnement sur les bonnes pratiques pour aider à mettre les métadatas, par exemple. Et pareil, comme tu disais, c'est fondamental. Et donc apprendre à l'IA à bien lire un document, parce que dans tous nos métiers on a des documents qui deviennent un peu typiques. Donc nous dans la science, il y a qu'est-ce qu'on couvre pas. Et si on lui apprend pas à bien lire qui est couvert, pas couvert, si on lui pose des questions, qu'elle a mal lu le document, elle va dire mais non, ça c'est inclus. Ben non, c'est dans les exclusions. Et donc travailler sur bien ingérer le document, lui apprendre à lire, bien bencher ces parties-là, c'est super important. Parce que c'est le début de l'histoire d'après. Et c'est de l'entretien. On ne peut pas démarrer et se dire c'est bon, c'est fait. C'est vrai que pour les plus petites structures, ça devient très compliqué. Parce que cette rigueur de process, de bien ranger, bien documenté, bien structuré. Il n'y a pas que les petites Oui. structures. Ouais, mais t'as l'inertie de la mauvaise habitude dans les grandes structures. Ouais, les grandes structures. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a aucune petite boîte qui a un outil de gestion documentaire. On va pas se mentir. C'est quand on devient plus grand, souvent sur les gestions de version, parce que on a construit un truc avec les plans qui sont plus à jour. Donc Google a réussi à faire ça sur un data center quand même. Donc, je pense qu'il y a des vieux outils qui vont revenir au goût du jour, parce que c'est des problématiques qui ont déjà été identifiées et qui sont toujours là, ils n'ont pas changé. C'est juste qu'on les avait un peu oubliés, elles tournent toujours, quoi. Et après, dernière anecdote, il y a la possibilité, parce que là on fait pas mal de réunions en visio, parce qu'on est sur différents sites,
Et donc se dire, je sais qu'il y a une équipe technique qui m'ont raconté, comme on peut prendre des notes par une IA, et qui te fait le compte rendu de ce qui a été dit. Et là, dans des discussions très techniques, les notes sont pas hyper bien faites. C'est-à-dire déjà la compréhension, puis en plus, il y a une spécificité qui est propre à la France, mais je pense que c'est l'utilisation d'acronymes. Donc je pense qu'au bout d'un moment, l'IA va finir par comprendre quand on utilise un acronyme, qu'est-ce qui se cache derrière. Mais là, les premiers retours que j'ai eus quand j'ai discuté avec ce développeur Avocate, c'était ouais, c'est mieux, c'est de dire à quelqu'un de faire le compte rendu. Potentiellement, après, si on met ce compte rendu ou cet ADR à disposition de l'IA, ça sera peut-être plus pertinent que pour l'instant de dire fais-moi le compte rendu de la réunion, parce que ça reste quand même. Enfin, il y a. Enfin, effectivement, il capte les choses, mais dès qu'on utilise des noms de projets, des noms de machin, pour l'instant, ou des termes très techniques, c'est un petit peu dépassé au niveau de la compréhension. Certainement que ça va s'améliorer, mais derrière, ça n'empêche pas que les bonnes pratiques que vous disiez tout à l'heure, les ADR, on le fait en collectif. Moi, c'est ce que j'essaie de pousser, c'est-à-dire que effectivement, quand il y a un moment où il y a un problème récurrent qui revient, on va écrire un ADR, j'ouvre un GDoc, on écrit dedans, et puis et à la fin, je le partage et on le revalide. Et donc, je pense que ça, c'est le fait d'écrire aussi. Euh, si on délègue à une IA, forcément, je pense qu'on sera certainement moins précis dans le contexte, dans la problématique, parce que dans une réunion, on parle beaucoup. Là, quand on écrit quelque chose, les gens sont concentrés. En plus, avec des outils, ils peuvent voir ce que tu fais, ils peuvent participer. Pour l'instant, je trouve que ça marche plutôt bien. Après, je pense qu'il y aura certainement des choses à faire avec des IA. Sur ce use case précis, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, j'ai un collègue architecte à Praxedo qui, du coup, on écrit nos ADR, etc. En revanche, sur la reformulation, pour le coup, il y a des usages intéressants avec l'IA en mode, du coup, c'est voilà, j'ai écrit un ADR, essaye de le rendre plus clair, plus concis, ou plus voilà, en donnant des objectifs. J'ai été à l'équipe de dev qui est à destination de qui cet ADR a été écrit. Est-ce que tu peux me le reformuler pour qu'il soit plus compréhensible à destination de ce public cible, etc. Ça, c'est des cas d'usage qu'on a eu chez nous. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais ça marche aussi sur des trucs un peu plus bateau, un peu plus à moins de valeur ajoutée. Pour le coup, ça peut être intéressant. Pour rester dans le champ des ADR, un test intéressant que j'ai fait aussi, c'était par rapport aux facteurs de décision. Donc, dans l'ADR, ce que je disais tout à l'heure, c'est les critères qui nous permettent de valider nos options. Ça marchait assez bien de donner à l'IA le contexte et la problématique en disant mais sors-moi des critères de décision, enfin des facteurs de décision qui vont nous permettre d'évaluer les options. Et les retours étaient assez pertinents. Peut-être que sur des points comme ça particuliers, mais effectivement à chaque fois après oui, moi je m'en sers toujours avec un esprit critique en reprenant ça et je ne prends pas juste en pour argent comptant. On est toujours sur l'architecte augmenté en fait. Voilà, tout à fait. La conclusion. Pas encore remplacé. Pas encore remplacé. Ouf pour Entièrement. nos amis cabinets d'architecture. Petite question ou petit commentaire en live là. Est-ce que la métaphore de l'usine à trombone vous parle? Est-ce que vous avez vu cette petite vidéo d'une IA qui on demande de produire plus et toujours plus de trombones et qui elle n'a que cet objectif-là en tête, mettant ce que tu disais Célia tout à l'heure de côté, l'éthique, le pourquoi on le fait. Ou là, nous architectes, on a ça. Est-ce que vous avez cette métaphore ou pas? Sinon, une petite vidéo de 15 minutes sur le sujet vous attend à la sortie. Moi, ça m'a juste rappelé l'IA très intrusive. Ça me rappelait, tu parlais de trombone, là, de Clippy. Parce que maintenant, à chaque fois que j'ouvre un Google quelque chose, j'ai est-ce que vous voulez être aidé par l'IA? Et ça m'énerve un petit peu. C'est un peu le Clippy, tu vois, le truc qui apparaît tout le temps, qui te dit oh, je peux te faire un résumé si, je peux te faire ça. Enfin, effectivement, l'IA, je la trouve assez intrusive. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de l'avoir comme un outil, d'aller le chercher comme un outil, que de me le voir imposer, en tout cas. Oui, mais ça évolue. Hein. C'est vrai j'ai l'impression qu'elle a tendance à vouloir vraiment chercher à continuer à engager la conversation, à aller nous chercher, à nous faire rebondir, là où c'était moins le cas il y a juste quelques mois. Je pense que c'est un effet de mode, c'est le temps que ça se stabilise, ne serait-ce qu'en termes d'expérience utilisateur, et puis ça sera de plus en plus, là c'est très à la mode, donc on en met partout, et je pense que les cas d'usage et
d'une part, là, on les intègre et les cas d'usage, l'expérience utilisateur va s'affiner aussi avec le temps. Ça va devenir plus intelligent dans la manière dont c'est intégré aux outils et aux produits, quoi. Ouais, j'espère, parce que les sites web, la navigation sur les sites, ça devient l'horreur. Tu as dû faire 40 fenêtres avant de pouvoir vraiment commencer ta navigation, tu vois. Ok. Donc, si vous n'avez pas d'autres réflexions, je pense que de toute façon, on aura l'occasion, potentiellement dans un an, de reparler de ce sujet et puis de voir Si on comment. a toujours un travail. Si on a toujours un travail, oui, effectivement. Non, mais Devrait nous voir, je pense que on est quand même dans le bon pays. On a beaucoup de culture orale. On est assez peu dans la documentation. Donc, l'IA ne sait pour l'instant s'inspirer que de la documentation. Elle peut nous écouter, mais globalement, je pense qu'on a encore quelques beaux jours devant nous. Alors que j'ai travaillé pour d'autres pays où effectivement tout est bien documenté et je pense que là l'IA va être effectivement va remplacer quand même beaucoup de choses. Alors que chez nous, déjà, si on arrive à écrire des choses pour pouvoir nourrir l'IA, je pense que c'est déjà un bon pas. Est-ce que ce sera ton mot de la fin, aussi engageant qu'il soit? Ça va être le mot de la fin parce que il est l'heure de la fin à FIM. Merci beaucoup et on se retrouvera certainement à la rentrée pour un nouvel Archilocus. Là, principalement, puisqu'on essaie d'alterner entre présentiel et live. Et on essaiera d'en faire un en live et puis un présentiel. Et n'hésitez pas à venir, parce que pour l'instant on a un public nombreux, vous le voyez pas parce qu'on peut pas retourner la caméra, mais n'hésitez pas parce que c'est vraiment sympa et merci encore Aurélien pour nous avoir accueillis et puis merci à tous pour ces sessions. Merci de nous avoir accueillis. Et bientôt en Merci replay. beaucoup pour Merci, au revoir. Au revoir.